Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés européens qui terminent calmement dans le vert avant le grand rendez-vous demain. La communication de la Réserve fédérale américaine, très attendue, évidemment, avec des marchés obligataires qui ont été sous pression ces dernières semaines. On voit les taux américains qui se sont stabilisés autour de 1,60 au cours des dernières heures et des derniers jours, et donc des indices qui restent plutôt sages. Dans le vert ce soir en Europe, avec un CAC 40 qui clôture en hausse de 0,3%. Vous aurez tous les détails de cette séance européenne, notamment avec Nicolas Pagnès, dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le chiffre macro du jour, c'est la consommation américaine qui déçoit un petit peu au mois de février, avec même un gros écart par rapport aux attentes sur les ventes au détail qui ont été publiées aujourd'hui pour le mois de février. Une baisse de 3% sur un mois, un chiffre qui n'a pas fait trembler les marchés, des investisseurs qui ont regardé notamment le chiffre de janvier qui a été révisé fortement à la hausse. C'était déjà un chiffre exceptionnel par son ampleur. On était sur une première estimation de plus de 5% de croissance pour ces ventes au détail en janvier aux États-Unis. Le chiffre a été révisé, donc je le disais, à 7,6%, avec, il faut le noter aussi, au cours du mois de février, une météo qui a été particulièrement compliquée. On se souvient notamment de ces tempêtes de neige dans l'état du Texas. On parlera des sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique consacré à un des grands thèmes du moment et des prochaines années, la transition énergétique. On en parlera avec Pierre Abadi, le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital. Tikeo qui vient de boucler la commercialisation de son fonds d'investissement, de capital investissement dédié à la transition énergétique, avec au total 1 milliard d'euros levés. Du vert sur les marchés boursiers avant le rendez-vous de la Fed demain soir. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,32% à 6055 points. Les investisseurs qui se sont montrés relativement attentistes aujourd'hui, donc dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui a d'ailleurs commencé aujourd'hui aux États-Unis. Son discours sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ses anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux États-Unis ce soir, avec un taux à 10 ans à 1,61% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,39%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un œil sur la situation sanitaire, alors que de nombreux pays ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca, en cause de l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin, même si aucun lien direct n'a pu être fait à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations, estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. Le comité de sécurité de l'Agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin à l'issue donc d'une réunion extraordinaire. L'Agence européenne du médicament a cependant déjà fait parvenir un premier avis similaire à celui de l'OMS sur l'équation bénéfice-risque de son utilisation. Du côté des statistiques, l'indice définitif des prix à la consommation en France est stable sur un mois en février. L'inflation qui montre tout de même une progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc sur le mois de février, ce qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur ce sujet. En Allemagne, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques ressort à 76,6 au mois de mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2 au mois de février. Et statistiques toujours, mais aux États-Unis cette fois-ci, les ventes au détail reculent de 3% au mois de février après un bond de 7,6% en janvier. Le consensus de marché s'attendait à un repli, mais un repli bien plus léger que celui-ci. La production industrielle chute également de 2,2% au mois de février, alors que les analystes attendaient une légère progression de leur côté. Cette production industrielle qui sur un an recule de 4,2%.
Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris, Iliad a annoncé ce matin une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France, mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie. Iliad qui gagne ce soir environ 4,5%. La TECOR annonce de son côté une perte nette d'environ 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Un creusement donc de ces pertes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. La TECOR qui anticipe également une année 2021 difficile et qui prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. La TECOR qui gagne ce soir environ 3,5%. Trigano annonce de son côté être entré en négociation exclusive avec 3 groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC, SLC et Loisiréo, dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer sur la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-cars. Trigano qui gagne ce soir environ 2%. On notera également que les valeurs associées à l'automobile sont également bien entourées à la suite de la publication des résultats de Volkswagen en Allemagne qui annonce vouloir doubler ses ventes de véhicules électriques en 2021. Volkswagen qui annonce également viser des marges entre 7 et 8% en 2021. Si Stellantis et Renault clôturent dans le rouge, on notera que Valeo gagne 1,3% à la clôture, tandis que Faurecia gagne 3% à la clôture. Faurecia qui fait même partie des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir signé une des plus fortes baisses hier soir à la clôture. Et on finit ce point de la fin de journée avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs qui suivront évidemment la prise de parole de Jérôme Powell à 19h. Avant cela, la Commission européenne présentera des propositions pour un passeport vaccinal, ce qui pourrait permettre à l'industrie touristique de redémarrer. On notera également côté statistique que les investisseurs découvriront l'inflation pour le mois de février en zone euro. Et côté entreprise, ID Logistics, Nanobiotics ou encore Virbac publieront leurs résultats annuels. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche marché de Lyxor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Igor Demac qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne et Gustavo Orenstein qui est avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Un an après la crise, un an après le point bas des marchés. Ça devait être autour du 16-20 mars, je crois, le point bas des marchés américains et européens qui est à peu près simultané. De manière symbolique, je notais dans une des enquêtes qui est faite auprès des grands gérants internationaux, une enquête mensuelle menée par Bank of America, qui est très suivie, on va dire, par les investisseurs, le changement dans la hiérarchie des risques. Pour la première fois depuis février 2020, Jeanne, le risque pandémique n'est plus cité comme étant le risque premier dans la communauté des investisseurs. C'est un risque qui est détrôné désormais par le risque d'emballement de l'inflation et d'emballement des taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle hiérarchie des risques d'une certaine manière? Est-ce que c'est de manière très américaine de voir les choses? C'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que c'est une façon très américaine parce qu'en réalité, il n'y a qu'aux États-Unis aujourd'hui que déjà on voit la croissance devenir plus dynamique, qu'on voit en tout cas dans les enquêtes qu'il y a une remontée, notamment les enquêtes PMI. On voit une remontée dans les services. C'est le seul pays. Et dans l'industrie manufacturière. Donc il y a une dynamique et en plus c'est le pays dans lequel il va y avoir un soutien budgétaire le plus important. Donc comme on voit une dynamique et aujourd'hui la plupart des prévisionnistes revoient en hausse la croissance américaine sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis de très longues années. Donc on est sur des 7-8% de croissance réelle. Et donc, ça fait craindre de la surchauffe. Mais honnêtement, quand on regarde la situation en Europe, on en est loin. D'accord. Donc, vous dites...
je suis américain, je comprends que la pandémie est peut-être derrière nous aujourd'hui et que le risque, c'est plutôt peut-être le risque d'un emballement de la croissance ou de l'inflation. Quand on regarde les choses de manière plus européenne, vous ne mettriez pas les risques forcément dans cet ordre? En tout cas, pas immédiatement, parce que visiblement, l'Europe est en retard. Elle est en retard en termes de vaccination, elle est en retard en termes de rendre, on va dire, plus de mobilité pour les gens, elle est en retard dans sa relance budgétaire. Donc, on a l'impression que le retour à une forme de normalité pourrait intervenir en Europe au moins un trimestre après les États-Unis. Aux États-Unis, ça pourrait se profiler déjà au deuxième trimestre. En Europe, on a du mal à l'entrevoir avant le troisième trimestre. Donc du coup, on a envie de se dire les risques immédiats de surchauffe, c'est difficile de les considérer ailleurs qu'aux États-Unis. Et d'avoir un trimestre de retard en Europe, comme vous le dites, Jeanne, c'est grave, c'est inquiétant. Pour l'investisseur, c'est important. Ou est-ce que finalement, c'est la petite histoire de cette crise pandémique et c'est pas forcément ce qu'on retiendra? C'est pas toujours la petite histoire, parce que le temps qui passe joue en défaveur d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Quand vous devez vivre un semi ou total confinement pendant 6 mois, c'est une chose. Quand il faut le vivre pendant 9 mois, c'est autre chose. Donc, il y a un risque que le tissu économique soit davantage fragilisé si on retarde encore. C'est une des raisons, à mon sens, pour lesquelles pas mal d'États européens ne veulent pas, on va dire, devenir encore plus restrictifs, même si les hôpitaux ont du mal à gérer l'affluence des cas graves. Donc, je pense que c'est pas complètement neutre. Néanmoins, on se dit c'est sûr que la normalité ou on va dire la vie d'avant, voilà, est susceptible de revenir. On est susceptible de retrouver une liberté de mouvement, d'entreprendre, de commercer, etc. Mais un trimestre de plus, c'est pas négligeable. On a vu depuis le début de l'année. La croissance des États-Unis est continuellement revue en hausse. Ouais. Celle de l'eurozone est continuellement revue en baisse. Juste depuis le début de l'année. Pour vous dire, alors, c'est pas énorme comme amplitude, mais ça veut dire que ça reste un petit peu... Voilà. Le risque n'est pas immédiat. Le momentum, la divergence de momentum qu'on a de part et d'autre de l'Atlantique. Absolument. On l'a vu sur le plan boursier. Alors, l'Europe a fini par effacer la crise boursière liée à la pandémie, avec du retard par rapport aux indices émergents, par rapport aux indices américains. Là aussi, Igor, alors sur l'ambiance de marché en général, mais un autre symbole que je trouve très marquant, c'est l'indice sectoriel en Europe du secteur du voyage et du loisir, le Stock 600 Travel and Leisure, a complètement effacé la crise désormais et a même marqué un plus haut historique en clôture hier. C'est quand même un des secteurs qui est censé être le plus fragilisé à moyen long terme par cette crise. C'est ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui le reopening trade, c'est-à-dire on achète ce qui va bénéficier le plus immédiatement, en tout cas dans l'inconscient ou dans la conscience des investisseurs, de la réouverture des économies. Parce qu'en fait, quand même, l'industrie du loisir, les compagnies aériennes vont mettre beaucoup de temps à retrouver le momentum d'activité, puisqu'on va probablement avoir des passeports vaccinaux, et puis même les individus vont d'abord consommer en interne, dans leur pays. Donc je crois que là, je dirais, en termes purement de valorisation, je ne suis pas convaincu par cette remontée très très rapide. En revanche, pour revenir sur le sujet du retard de l'Europe, c'est assez classique en fait. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais été en avance de cycle, ni économique et encore moins boursier, puisque évidemment, ces deux choses sont assez liées. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est la seule zone où on n'est pas encore vraiment sûr de s'en sortir. Alors que l'Asie en est sortie, donc on n'en a pas parlé, mais en Asie, c'est aussi revu en hausse les prévisions de manière très substantielle. Mais on n'est pas complètement isolé du monde entier. Donc s'il y a de la croissance en Asie et aux États-Unis, les entreprises européennes, qui ne sont pas uniquement des entreprises qui font de la marge en Europe, bien sûr. Si vous regardez Hermès ou LVMH, ils ne font pas beaucoup de marge en Europe, même si c'était bien constitué par les clients asiatiques, on captera de la croissance et de la valeur ajoutée. Après, la situation des petites et moyennes entreprises qui, elles, sont un petit peu en bout de chaîne, et puis dans des systèmes un peu plus fragiles de crédit, risquent d'en pâtir. Plus on retarde la véritable réouverture, plus on fragilise son économie.
Bon, un mot sur l'ambiance de marché. On va parler de la Fed et des taux, bien sûr, mais sur le retard de l'Europe, Gustavo, bon, c'est un constat évidemment que tout le monde partage aujourd'hui. Néanmoins, encore une fois, sur le plan boursier, l'Europe arrive quand même à suivre un peu le mouvement des autres grands marchés bien sûr, à ce stade. C'est toujours la même chose. L'économie n'est qu'une des questions que se posent les gérants et qui influencent les marchés. Il y en a plein d'autres. De la valorisation, de la dynamique, de la projection dans l'avenir, des conditions monétaires et autres. Il y a plein de choses. La macroéconomie en est une, mais ce n'est pas la seule. Donc je ne suis pas étonné que, quelque part, on ne retrouve pas simplement dans les indices eux-mêmes une divergence qui existe au niveau macroéconomique. Cette divergence macroéconomique, on la trouve dans l'écart de taux d'intérêt, éventuellement le comportement du taux de change, qui est une question, je pense, assez intéressante. Et on verra demain avec la Fed comment l'euro-dollar réagit. Je pense que ça, c'est une question importante, parce que c'est comme ça, en théorie, qu'est censé s'ajuster précisément cette différence de vitesse dont on parle entre les États-Unis et l'Europe. Et je dirais que cette année, c'est une différence de vitesse entre les États-Unis et le reste du monde, parce que l'Asie, c'était l'année dernière. L'Asie a creusé l'écart l'année dernière, la Chine, vraiment, c'était l'histoire de 2020. En 2021, c'est vraiment les États-Unis. Tout d'un coup, la croissance américaine va rejoindre la croissance chinoise, donc autour des 8%. Il y a eu un fait électoral qui a un petit peu aidé aussi l'appréciation des États-Unis par le monde de l'épargnant, puisque Joe Biden qui arrive avec son plan de relance, évidemment, ça réaccélère le mouvement. Oui. Enfin, il y a Joe Biden lui-même et sa politique, et puis il y a le plan de relance, ce qu'aurait fait Trump, très difficile à dire, peut-être la même chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, la violence du plan, la force que ça a, et sa nature, vraiment, effectivement, il y en a un quart, je crois, simplement du plan, c'est des chèques ménages, qui est quand même, c'est très visible, évidemment, comme impact psychologique, c'est très très fort. Et d'ailleurs, on voit dès qu'ils n'ont pas de chèque, en février, ils n'avaient pas de chèque, hop, la consommation s'arrête tout de suite. Oui, après 7%. Il paraît qu'il y a des effets météo, vous l'avez dit, mais il y a aussi des effets qui sont liés à tout ce qui sont les soldes d'Internet, qui se sont un peu décalés, qui sont plus sur le mois de janvier. Donc c'est plus lié aux habitudes de commerce électronique, surtout en temps de Covid. D'accord. Mais en tout cas, ces chèques, ils sont là pour soutenir les ménages. Normalement, une économie est à peu près bien constituée. Si vous lui dites la consommation augmente de 7% en janvier, il devrait vous dire ça risque de baisser en février. C'est pas complètement anormal quand même. Enfin, quelle que soit la manière dont on modélise les choses, si ça prend 7% par mois, ça commence à poser un problème quand même. Donc, là, il y a de la surchauffe. Donc, c'est pas en soi, c'est pas très. C'est pour ça que le marché, les investisseurs n'ont pas regardé. Oui, ils sont passés à travers cette statistique aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut bien voir qu'effectivement aux États-Unis, qui est l'exception dans le monde aujourd'hui quelque part. Il n'y a nulle part ailleurs où il y a à la fois la vaccination, la réouverture, le plan de relance, tout ça qui va arriver dans l'espace de 2 mois. Donc ça fait beaucoup dans un espace tout petit, et c'est ça qui impressionne. Et donc on est tous impressionnés, effectivement, et les gérants sont impressionnés, d'où cette question de cette vitesse, de l'inflation, etc. À cause de cette vitesse, effectivement, qui est phénoménale et qui vient de la conjonction dans un tout petit espace de temps de réouverture, vaccin, relance. Bon. L'Europe n'a pas ça. Effectivement, l'Europe n'a pas cette vitesse. Mais les marchés actions, c'est pas dans cet endroit en fait où cet écart apparaît. Bien c'est sûr. Ailleurs. Marché actions, ça raconte d'autres histoires. D'abord parce que les entreprises européennes sont internationales, vendent partout, et notamment aux États-Unis, en Asie. Et donc je reviens à mon stock 600 Travel and Leisure. Encore une fois, un secteur emblématique de cette crise, qui est peut-être un des secteurs les plus fragilisés structurellement à moyen long terme par des changements de comportement qui s'annoncent peut-être durables. C'est pas surprenant. Alors, je nuancerai. Ou c'est quand même spectaculaire, au minimum. Un petit peu. J'ai jeté un coup d'œil sur l'indice avant de venir. Bon, d'abord, dans cet indice, il y a une quinzaine de valeurs. Sur les 15, il y en a 5, c'est les jeux. Il y a la France des jeux à l'intérieur. Oui, Travel and Leisure, c'est voyage et loisirs. Une des meilleures perfs boursières depuis 3 ans. Et donc, France des jeux, et puis les autres, donc c'est du poker online, etc. Donc je pense que c'est des gagnants du Covid. D'accord. C'est pas les compagnies aériennes qui ont fait remonter. Elles sont pas du tout. D'accord. Non, mais c'est très bien de le préciser. Donc, la construction des indices, c'est toujours important. La construction des indices, donc attention, effectivement. Ce qui est d'ailleurs une remarque générale sur les indices, c'est qu'il faut s'en méfier. C'est valable sur le CAC 40 qui a une performance supérieur à d'autres indices européens parce qu'il est très value avec de l'énergie, des banques et que et vous dites il y a beaucoup de valeurs online, finalement des valeurs stéatomes des valeurs Covid dans cet indice. Donc attention aux indices en général d'ailleurs. D'accord. Il ne faut pas traduire une idée macroéconomique avec un indice parce que c'est pas forcément adéquat. Il faut vraiment regarder effectivement ce qu'il y a et comment c'est fait. Mais
il est clair que les marchés financiers, les investisseurs se projettent dans l'avenir. Parfois trop vite, c'est possible, hein, mais c'est leur fonction même. Ça a toujours été comme ça. Ce qui donne souvent cette impression de décalage avec l'économie réelle, c'est pas qu'il n'y a pas de lien, simplement c'est que sa manière de fonctionner, c'est une projection. Et quand on se projette vers l'avant, aujourd'hui, c'est assez cohérent d'imaginer une ouverture de l'économie, le cycle qui redémarre, un mois plus tard, peut-être en Europe, je ne sais pas. Mais ce moment viendra. Oui, c'est quand même forcément devant nous. Donc, c'est difficile de sauter du train lorsqu'on voit quand même une direction aussi claire. C'est pour ça que toutes les enquêtes montrent beaucoup d'optimisme. Ça fait partie des risques, évidemment, de ce type de mouvement. Mais on comprend cet optimisme. Il y a une rationalité. C'est plus cohérent de voir que le secteur énergétique et bancaire sont les deux meilleurs performeurs sectoriels. Et là, on comprend pourquoi, tant au niveau valo qu'au niveau momentum, monétaire ou économique. Là, je pense qu'il y a une vraie bonne appréciation du marché, des investisseurs sur ces deux secteurs. Alors après, il y a tellement de retard sur ces secteurs qu'on peut encore progresser aussi. Mais là, je trouve que c'est assez cohérent. Et ce que disait Gustavo sur les indices un peu sectoriels, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Effectivement. Bon, Jeanne, venons-en à la question, je ne sais pas combien de milliards ou de dizaines de milliards. Quel est le bon taux? Quel est le bon niveau des taux longs sur les marchés aujourd'hui? Comment est-ce que Jérôme Powell va répondre aux angoisses peut-être des investisseurs? Quelle serait, selon vous, là, une bonne communication de Jérôme Powell demain dans le contexte actuel? Écoutez, il a plusieurs options. La première, ils appellent ça Joe Boning. Je pense que ça veut dire un peu montrer les dents. Donc, essayer de parler et de convaincre par un discours qui réaffirme ce à quoi les marchés ne croient pas, puisque la Fed l'a dit. Elle acceptera que l'inflation dépasse son objectif pendant un certain temps. Elle ne remontera pas les taux avant 2023, etc. Les marchés n'y croient pas. Donc, il faut qu'ils trouvent les bons mots pour convaincre que c'est bien sa nouvelle politique, fonction, sa nouvelle réaction. C'est vraiment la politique de la Fed et qu'elle a changé. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la Fed achète 80 milliards de bons du Trésor, 40 milliards de MBS, de Mortgage Backed Securities. Des titres adossés à des créances immobilières, voilà, de l'immobilier. Voilà. Oui, enfin des titres Donc, immobiliers. il est possible, elle peut changer le 80-40 pour un 90-30 ou quelque chose. Donc, donner un signal pour dire je vais acheter plus de bons du Trésor. La dernière option, et je les ai mises dans l'ordre de probabilité, la dernière option, ce serait une opération un peu twist dans lequel, dans les 80 milliards par mois de bons du Trésor qu'elle achète, elle achèterait un peu plus de titres longs et elle twisterait pour rallonger la maturité des titres qu'elle achète. Alors, et aplatir un peu la courbe. Ça, c'est une option qui me paraît un peu difficile parce qu'en réalité, il n'y a pas que le 10 ans qui a monté. Le 3 ans a monté. Et que le 3 ans a monté de 17 points de base, ce qui n'est pas rien pour la Fed. C'est là, à mon sens, qu'est son vrai que le marché challenge sa politique, c'est sur la partie un peu plus courte. Et donc, celle qu'elle est censée le mieux contrôler, le mieux maîtriser. Exactement. C'est là, c'est normalement jusqu'à 3 ans, sa politique aurait dû très bien. Or, ça a quand même pris, je crois, 17 points de base depuis le début de l'année, c'est pas négligeable. Donc, aller sur une politique qui viendrait aplatir un peu pourrait rajouter des tensions. Donc, c'est pour ça que je pense que la dernière option n'est pas tout à fait la plus probable. En revanche, je pense que ça va être vraiment de l'ordre du discours en réaffirmant que sa politique est bien... celle qu'il a dite, c'est-à-dire qu'ils accepteront et ils toléreront une inflation qui dépassera temporairement leur objectif de 2%. Ils l'ont dit, mais personne n'y croit. Mais alors ma question, c'est pourquoi est-ce que le marché n'y croit pas? Ça fait un moment qu'ils construisent ce narratif, ce nouveau narratif autour de cette nouvelle fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui est sorti aussi quand même de la revue stratégique. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Ça a été préparé, ça a été argumenté, expliqué. Pourquoi le marché n'y croit pas? Parce que je pense que le marché tient compte du fait qu'on est devant une situation inédite. On n'aura jamais... où on n'a jamais eu depuis des décennies un tel rebond d'activité. Si effectivement il se profile à 7 ou 8% avec des trimestres que j'ose imaginer, et 2% d'inflation, vous êtes sur des croissances nominales qui sont extrêmement fortes. Et donc je pense que le marché se dit que la Fed va être prise dans un paradoxe et qu'elle va commencer à considérer le risque de surchauffe qu'on évoquait au début et que du coup elle va être un peu gênée de maintenir une politique accommodante trop longtemps. Donc je pense que
c'est pas le fait que tout d'un coup la Fed a perdu sa crédibilité. Je pense que la situation est inédite et que le marché a du mal à croire que la Fed va tenir sa politique dans une situation inédite. Gustavo, alors qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous demain et en termes de réaction de marché, vous le disiez tout à l'heure, ce sera très intéressant de voir comment le dollar va réagir à la communication de la Réserve fédérale américaine. Quels sont les scénarios possibles et est-ce qu'on peut imaginer un dollar qui continue de se raffermir? C'est le sens pour l'instant du voyage contre l'idée qu'on avait un peu tous en début d'année, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, un contre-pied Oui, alors demain, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'effectivement, ce qui compte, c'est le policy mix, le mélange entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Or, on sait depuis l'élection de Biden, mais encore surtout le passage donc, du plan en totalité, parce que les économistes n'ont pas arrêté de réviser la possibilité. Oui, sur les 1900, il n'en fera que la moitié, puis à la fin, c'est tout. Oui. Bon, donc ça, c'est un fait. Et donc, forcément, on commence à regarder du côté de la politique monétaire pour que le policy mix s'ajuste de manière raisonnable. La hausse des taux d'intérêt est logique et jusque-là, la Fed a eu plusieurs occasions de parler contre cette hausse. Ils ne l'ont pas fait. Jérôme Powell ne l'a pas fait jusque-là. Je pense qu'il a plutôt raison. C'est plutôt un mouvement qui est logique. D'ailleurs, ça peut être contre-productif d'essayer de l'arrêter, puisque si vous faites des politiques qui ressemblent à de l'expansion monétaire, alors que les gens ont peur de l'inflation, vous rajoutez encore plus de peur de l'inflation. Donc, à la limite, je vais être caricatural. Si la Fed veut que les gens n'aient plus peur de l'inflation, elle n'a qu'à monter ses taux. Vous verrez que on ne parlera plus de l'inflation. Évidemment, elle ne va pas faire ça, ça n'a pas de sens. Mais il y a un pilotage un peu plus compliqué. Et comme on est dans un moment d'inflexion, tout le monde regarde avec beaucoup d'attention, effectivement. Il va communiquer, il y a les dots, donc il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître. Donc les dots, probablement... Aujourd'hui, ce sont les projections de chaque membre de la Fed sur le niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs de la Fed qu'ils voient fin d'année, année prochaine et 2023, et puis sur le très long terme. Sur le très long terme, exactement. Donc, l'idée, c'est que cette année, ça ne changera pas. 2022, on oublie, mais c'est la question de 2023. Aujourd'hui, la courbe des taux price 3 hausses de taux en 2023. Il n'y en a aucune dans les dots pour le moment. Donc, il y a probablement... on peut imaginer un mouvement, donc le médian, le DOTS médian, la prévision médiane de la Fed augmentant, au moins une hausse en 2023, c'est ce qui est souvent attendu par les économistes aujourd'hui, au moins une hausse prévue. Et puis il y a la question des taux très longs, effectivement. Aujourd'hui, la cible des taux très longs, enfin c'est pas une cible, mais disons que l'évaluation par les membres de la Fed des taux à très long terme, c'est 2,5. On parlait du 30 ans tout à l'heure, il doit être à 2,40, qu'on n'en est pas très très loin. Donc effectivement, il y a des questions de est-ce qu'on monte cette cible de très long terme? Après tout, étant donné la forte expansion budgétaire, on peut imaginer que ça fait un peu remonter ces taux neutres, ou est-ce qu'il est un peu trop tôt et on va attendre? Pour le moment, je crois que la Fed n'a pas intérêt à changer grand-chose, adapter un petit peu les dots, poursuivre son discours, et je pense que pour l'instant, la réaction du marché n'est pas vraiment en contradiction avec le plan de la Fed. Et une des preuves, c'est que quand vous regardez la structure par terme du break-even d'inflation aux États-Unis, elle est bien inversée, c'est-à-dire que l'inflation à court terme est bien plus élevée que l'inflation à long terme. C'est exactement ce que la Fed veut. Une économie sous pression, pour que vraiment l'emploi soit fort, les salaires augmentent, que la reprise soit très violente, mais en même temps un ancrage de l'inflation à long terme. C'est bien ce qu'on observe dans la structure par terme de l'inflation. J'ai pas l'impression que le marché soit... qu'il y ait une lutte aussi importante que ça. Ils ont plutôt intérêt à... Ok, ça va mieux, pas de soucis. Un petit peu, voilà. Donc un Powell assez cool, quoi, assez impassible par rapport à ce qui se passe et toutes les discussions qui animent les marchés aujourd'hui. Oui, je pense que comportement... Essayer de contrer ce mouvement, pour quelle raison d'ailleurs, c'est pas très clair. Et il y a plutôt intérêt à le laisser faire, tout en rappelant qu'ils sont présents, etc. Enfin, que l'effort est là et que bon. Il nous a dit les mouvements retiennent mon attention, mais ne sont pas encore désordonnés au point d'impliquer à nouveau la Réserve fédérale américaine dans ils peuvent rappeler qu'ils sont là. C'est-à-dire que si ça devenait un problème, ils sont toujours là pour le faire. Mais bon. Qui l'aurait oublié? Voilà, au cas où. Après, la question du change est intéressante parce qu'effectivement, ce que va faire la Fed cette semaine sera très différent de ce qu'a fait la BCE la semaine dernière. Et donc apparaît le biais effectivement pour ne pas que les taux remontent trop dans la zone euro par rapport à une Fed qui tolère vraisemblablement des taux qui montent. Normalement, la variable d'ajustement, c'est le tôt de change. L'euro devrait baisser beaucoup plus. Or, pourquoi l'euro ne baisse pas plus aujourd'hui? Il baisse, mais pas... il ne s'effondre pas. Vu ce qu'on dit sur l'écart de croissance, ça devrait être beaucoup plus bas. Mais c'est parce que précisément, la réouverture, elle est là. Alors, on ne sait pas quel mois, mais elle n'est pas très loin, elle est devant nous.
Et on sait que cette réouverture est très favorable à l'Europe, qui justement a beaucoup souffert. Et où il y a beaucoup d'épargne. Et il y a beaucoup d'épargne. Historiquement plus qu'aux États-Unis déjà en stock, et puis là encore plus, puisque notamment en France, c'est un des pays qui a quand même été le plus généreux en termes de dispositifs. Ouais. Oui, donc c'est ça. Donc vous dites, il y a un moment quand même, le marché ne peut pas être trop short d'euros, trop vendeur d'euros, tant que ce phénomène de réouverture ne s'est pas matérialisé en Europe. Il y a une hésitation. Ouais. On se dit, bon, là, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Amérique prend tout, et bon, il faut acheter du dollar. C'est la logique. Si la politique budgétaire est très forte, très expansionniste, la politique monétaire plus restrictive, on a tous appris ça dans les bouquins de macro, normalement, le taux de change s'apprécie. Et le déficit commercial américain augmente. Ouais. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Mais la réouverture est trop proche. On la sent, on la voit, on l'imagine. Ouais, bien sûr. Et du coup, sortir du trade, donc se mettre effectivement à acheter du dollar juste avant que le monde se réouvre vraiment, et on sait que le dollar baissera plus tôt. C'est ça qui C'est le risque de contre-pied, effectivement. Du contre-pied. Donc, contre-pied, quoi. Voilà. Ouais. Donc on est tous bien embêtés. Bon, Igor, sur ces questions, et enfin la question de l'inflation au sens large. Oui, bon là, on est dans des débats qui sont assez fins, assez techniques. Après, pour retranscrire peut-être un débat qui est un vrai sujet de société, c'est pourquoi on n'a plus d'inflation dans nos sociétés. Nos parents, nos grands-parents qui ont vécu sur des indices d'inflation à 2 chiffres. Il y avait le mécanisme d'indexation des salaires, mais ça permettait de rembourser une dette pour le débiteur. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que la théorie de la monnaie est pas totalement efficiente, et c'est bien pour ça aussi qu'on tâtonne un peu partout, parce qu'on déverse énormément d'argent aux États-Unis, mais on n'a pas non plus 15% d'inflation. Je veux dire, le rapport entre la masse monétaire qui est créée au niveau du Trésor, enfin au niveau de la Banque centrale, et puis au niveau budgétaire, devrait normalement conduire à une inflation beaucoup plus forte. Et en fait, et on le voit bien en Europe où c'est encore pire, où là, il n'y a pas d'inflation depuis des années, malgré aussi des plans. Donc la question, c'est de savoir si c'est l'économie, finalement, qui va diriger les inflexions de régime de prix. Là, on voit bien qu'il y a une reprise très forte aux États-Unis. Normalement, ça devrait créer des goulets d'étranglement énormes sur les matières premières, les semi-conducteurs qu'on voit. Donc là, on pourra avoir une inflation qui se déplacerait finalement de l'idée qu'il y a une inflation financiarisée, et puis une vraie inflation qui correspond à des déséquilibres entre la production, enfin l'offre et la demande, etc. Et ça, pour les économies et pour, je pense, l'équilibre des économies libérales qui se sont beaucoup endettées, là, on met ça sous le tapis parce que l'argent coûte rien, mais quand même à long terme, dans une allocation d'épargne, et essayer d'expliquer aux personnes qui placent leur argent qu'il n'y a pas de rémunération et qu'en plus on n'arrive pas à désendetter le système, ça crée beaucoup d'angoisse chez les épargnants, parce que nous on a ces questions, mais est-ce que... Du coup on épargne encore plus. Oui, non mais on a ces questions un peu presque farfelues, mais on peut comprendre, mais... Qu'est-ce que c'est que cet argent ? C'est en fait des écritures, c'est quelque chose de théorique, c'est des boutons. Et c'est vrai que ce régime d'inflation très faible, avec tout cet argent qui est déversé, qu'on pourrait d'ailleurs déverser pour d'autres causes, et on se dit, tiens, c'est marrant, on le déverse maintenant, ça crée des questions sociétales, je pense, et des questions de gestion d'épargne. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et les gérants, atterrés par le niveau de rémunération du capital, qui de toute façon détériore la vision du rendement d'un actif quand l'argent vaut 0. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de mettre toujours plus d'argent pour avoir un indice d'inflation qui va faire 2, 2,5, 3. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez... J'aime bien le passage par la vraie vie, et l'épargne des Français. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on va réussir à flécher cette épargne, à la réorienter, à la remettre peut-être dans des investissements plus productifs. Tant qu'on est dans cette angoisse que vous décrivez, Igor, l'épargnant continuera d'épargner. L'épargnant ne veut pas d'inflation parce que c'est l'arme de destruction massive. Puisque tous les... Oui, c'est indolore, entier, il y a quand même l'inflation qui part, puisqu'après on calcule son rendement, sa rentabilité réelle. Et puis en même temps, le débiteur, il a intérêt à ce que le régime d'inflation... Donc on est confronté, on n'a pas réussi à trouver une bonne solution. La solution, c'est faire perdurer le système et qu'il n'y ait pas de crack socio-économique, social. Donc on abonde d'argent et on n'a pas d'autre solution. Après, il y a quand même un moment où il va falloir retirer les liquidités. Et là, c'est un petit peu la crainte aussi à la réouverture, qu'on les retire trop vite. Parce qu'un marché dont on retire les liquidités, en général, ça ne monte pas.
quel que soit le... Oui, non, mais je crois que la Fed a mené quelques expériences en la matière. Ils doivent s'en souvenir. Ouais. Ça doit marquer les esprits des banquiers centraux, justement, les erreurs ou les mini-erreurs qui ont pu être faites par le passé en matière de retrait de liquidité. Après, comme il y a une énorme épargne qui a été constituée, il y a aussi des vases communicants. Je veux dire, l'épargne privée peut-être là venir, pas en soutien, mais compenser d'une liquidité qui disparaîtrait. Aujourd'hui, tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde va pouvoir reconsommer. Donc, on est dans cette phase-là. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la regarder avec trop de cynisme. Hein. C'est aussi un parcours depuis un an. Hein. Oui, bien sûr. Bon, sur l'épargne, d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a des éléments, on parlait des ventes au détail tout à l'heure, est-ce que c'est tout pour la consommation? Est-ce que c'est le patrimoine global net des ménages américains a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, Jeanne? Il était déjà très élevé avant la crise déjà du très Covid, élevé. hein. Oui. Il était déjà quasiment au plus haut historique. Hein. Je sais plus, je crois Il est que indexé c'était- au Nasdaq, hein, plus ou moins. En fait. ouais, Oui, bah, l'immobilier aussi, j'imagine. Ils sont pas. Oui, c'est beaucoup. C'est plus largement la partie immobilière, mais ils ont aussi beaucoup d'obligations. Ils sont détenteurs de beaucoup d'obligations et ils sont très diversifiés en fait. Hein. Immobilier, obligations, actions, ils ont de tout. Mais on était déjà au plus haut. Alors là, avec effectivement ce qui est versé et ce qu'ils n'ont pas dépensé, on est sur des. Ouais. Alors les enquêtes, il y a certaines Fed régionales qui mènent des enquêtes assez précises hein, en interrogeant les épargnants américains sur ce qu'ils vont faire. Comment ils sont susceptibles. Alors, a priori, une partie serait effectivement dépensée, mais une partie pourrait aller aussi sur les marchés boursiers, Mais oui. en particulier sur des tranches d'âge, on va dire 20-40 à peu près, hein, dans une tranche d'âge un peu plus jeune, qui ont envie d'aller mettre un peu d'argent sur les marchés boursiers. Maintenant, l'importance de l'épargne, c'est aussi ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt bas. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, trop le regretter. Mais a priori, il y a une partie qui va être puisée parce qu'il y a des envies de consommation, de services, de biens, etc., qui ont été remis du fait de la crise et qui, là, vont pouvoir se réaliser. On estime que, écoutez, là, je crois que l'épargne additionnelle, elle est d'en gros 20% à peu près. Hein, quelque chose comme ça. On estime qu'il pourrait y avoir 20% ou 10 à 20% de cette épargne qui pourrait être consommée sur les 3, 4, 6 prochains mois. Sans compter les 1400 $ que les les chèques, bien sûr. Oui, enfin, les chèques en plus, etc. Et puis, n'oublions pas quand même que une partie, les États-Unis ont détruit, je crois, 25 millions d'emplois dans cette crise. Il leur reste encore 8 millions qu'ils n'ont pas récupérés. Hein. Oui. On parle toujours du PIB, on parle de la production industrielle qui d'ailleurs revient difficilement à son niveau d'avant-crise. C'est pas si facile que ça. Mais alors, en termes d'emploi, on en est très loin. Il y a les services, tous les services qui n'ont pas repris. Oui, mais ça veut dire, quand les gens... un des freins principaux et une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Français épargnent peu, la consommation, on va dire, ou épargnent beaucoup, pardon. La consommation, c'est une fonction de la confiance qu'on a dans la capacité d'avoir un job. Ouais. C'est donc toujours lié au chômage. Hein. Toujours lié, c'est comme c'est un chômage de précaution, on dirait, et aux États-Unis, c'est encore plus vrai. Donc, il faudra, et ça, à mon avis, c'est un des critères importants pour la Fed. Ouais. Son mandat, c'est le plein emploi, et je pense que quand il manque 8 millions d'emplois pour arriver au niveau pré-crise, elle n'est pas dans son mandat. Non, et c'est un argument très fort que Jérôme Powell ressortira sans doute demain pour justifier une position toujours très accommodante, malgré ce phénomène de reprise spectaculaire qui s'annonce. Où est-ce qu'on se positionne ? Où est-ce qu'on est confortable avec ces investissements aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous recommandez chez Lyxor AM ? Jeanne, gardez la parole. De manière assez globale, on n'a pas évoqué la situation des émergents, mais c'était un call très consensuel il y a encore quelques mois, qui a permis aussi de gagner beaucoup d'argent l'an dernier. Hein. La Chine, on en parlait tout à l'heure, est sortie en premier de la crise. Et ça s'est traduit sur les marchés financiers chinois notamment. Alors, globalement... Qui perdent un peu en momentum. Voilà, c'est juste la petite parenthèse sur les émergents. Globalement, on est encore positionné favorablement sur tous les actifs risqués, et en particulier sur les actions. États-Unis en tête.
On est tenté par l'Europe et ça nous semble un peu plus spéculatif. Les émergents, on a eu de la chance, donc on avait écrété, trouvant que le marché chinois présentait des caractères spéculatifs très marqués. Donc, et là, on se dit que il a quand même pas mal corrigé, ça peut valoir le coup de revenir un peu dessus. Après, constructif, on va dire, sur les matières premières, mais pas non plus à l'achat, parce qu'il nous semble que cette reprise, on va dire que du côté du pétrole, on va être plus spécifique que ça, du côté du pétrole, l'offre peut s'ajuster. Donc, il n'y a pas. Alors, à $70, la plupart des pays producteurs sont à l'équilibre de leur propre budget. Donc, ils arrivent, l'Arabie Saoudite, le truc, ils sont en équilibre budgétaire interne. Est-ce qu'ils vont vouloir aller beaucoup plus haut? Je ne pense pas. Ce serait risqué de casser la dynamique. Et puis après, on est évidemment méfiant sur les marchés de taux. Encore que, pas tant que ça sur l'Europe, parce que la BCE achète plus que ce que les États émettent. Donc, il nous semble que le risque sur les taux longs européens est quand même plutôt limité. La partie américaine, sur les actions, vous dites first. On a toujours une petite préférence. Vous avez le droit. Ma question, c'était sur le dollar. Est-ce que... Alors, on est neutre, pour le coup, on est neutre depuis novembre, parce qu'on ne croyait pas du tout, nous, à la remontée de l'euro. Et c'est une position que vous ne changez pas? Vous ne dites pas, tiens, il se passe vraiment quelque chose sur le dollar, il y a un smile qui peut ramener le dollar encore plus haut? Non, parce qu'il nous semble qu'il y a un aspect qu'on ne voit pas, c'est que si effectivement il y a des craintes inflationnistes aux US, même si elles sont infondées, que les marchés commencent un peu à... Il y aura des flux qui viendront se déverser assez massivement sur les marchés européens. Les marchés européens n'ont pas fait l'objet de flux massifs d'investissement et donc ces flux vont aussi sur l'euro. Ouais. Donc on trouve que non, pour nous, il n'y a pas de raison de prendre un pari fort sur l'euro-dollar à ce stade. Gustavo, les convictions que vous défendez aujourd'hui là chez Dorval AM en matière d'investissement, d'allocation? Alors, on ne se pose pas vraiment la question Europe ou États-Unis, enfin, en ces termes-là, en étant sur ou sous-pondéré ou quelque chose comme ça, mais on regarde plutôt dans les questions plutôt de thématiques, de réouverture ou de cyclique versus défensive, etc. Et par exemple, si on s'intéresse au cyclique dans le monde, assez naturellement, on a quand même pas mal d'Europe, enfin, il y en a beaucoup en Europe. Et c'est une région où également, d'ailleurs, les valeurs qui vont bénéficier de la réouverture, là aussi, l'Europe, forcément, il y en a pas mal. Donc c'est plutôt comme ça que l'Europe apparaît dans nos portefeuilles, que simplement de se dire ce qui se passe en Europe d'un point de vue macro. Concernant les émergents, c'est marrant parce que les émergents, quand on regarde ça dans sa globalité, on a envie d'en acheter. Et puis quand on commence à regarder pays par pays, on a moins envie. C'est assez curieux. Alors, le problème des émergents, d'abord, il y a les émergents, c'est très très largement sur les actions, c'est l'Asie du Nord. Toujours la même chose. Vous enlevez la Chine, la Corée, Taïwan, et les autres, c'est tout petit. Donc ça, c'est énorme. Donc si on regarde l'indice émergent, c'est d'abord, on va dire, la Chine et la mouvance chinoise. Et donc je suis d'accord. Enfin, on était sortis l'année dernière, c'était l'année de l'Asie, l'année de la Chine. Cette année, moins. Donc on était un peu sortis. Si ça corrige, pourquoi pas l'idée de revenir dessus. Quant aux autres émergents, il y en a quand même d'autres. Oui. Bon, je mets l'Inde de côté, c'est une vie propre aussi. Mais le Brésil, c'est très compliqué. Et bon, la Russie, j'en parle même pas. Je ne sais même pas si on a le droit d'investir là-bas. Mais le Brésil, c'est compliqué. C'est quand même un des rares pays. Là où ils sont en train d'augmenter leur taux. Ils vont augmenter leur taux très prochainement. Et la crise du Covid y est très sévère. Plus la crise du Covid. Enfin, ils doivent gérer des choses compliquées quand même. Ils doivent gérer des choses compliquées. Et ils n'ont pas effectivement le bénéfice d'avoir le dollar ou l'euro qui permet d'avoir des déficits budgétaires gigantesques sans que ça n'ait aucun impact. Eux, ils ont des impacts sur les taux longs, la devise souffre beaucoup, le réal. Donc voilà, on peut retrouver les éléments je sais pas, de ce qui font, ce qui fait les crises émergentes, comme on les appelle, sur les devises. Ces éléments-là non, je crois pas réapparaître. Non, donc le temps Trump façon 2013, je ne crois pas. Enfin, on n'est pas d'abord la Fed n'est pas du tout en train de resserrer. Elle est en train de modifier peu à peu son discours. On n'y est pas, donc ça va prendre du temps. Et par ailleurs, les fragilités internes macro sont plus faibles quand même qu'elles étaient en 2013. Donc non, pour la plupart des pays émergents, c'est pas trop problématique. Mais simplement, voilà, encore une fois, quand on prend les émergents, il faut complètement séparer ce qui se passe en Asie. Si on veut jouer la réouverture, il y a des pays comme la Thaïlande qui sont évidemment bénéficient de la réouverture et du tourisme. Mais pour ce qui est de l'Asie du Nord,
effectivement, elle a fait très très bien l'année dernière. Ouais. C'était l'an passé. C'était l'histoire de l'an passé. C'est moins l'histoire cette année. Ouais, je comprends. Là, on a les États-Unis effectivement très forts et l'Europe, je pense parce que si on aime le cyclique, si on aime la réouverture, l'Europe c'est un endroit où on trouve ces entreprises qui vont en bénéficier. Igor, quelques conseils, quelques idées. Déjà, nous, est-ce qu'il faut couvrir les portefeuilles boursiers Non, un mais peu, ce là qu'on essaye de faire, c'est de dire aux épargnants, aux clients, ou ceux qui nous interrogent que l'épargne c'est bien, mais si c'est pour l'investir dans les fonds en euros, dans les Codévi ou les livrets A, ça ne va pas faire marcher le système, puisque quand même le système économique libéral, il fonctionne sur le recyclage de l'épargne dans des actifs réels, opérationnels, qui créent de l'emploi. Bon, ouvrir un contrat avec des fonds en euros, ça a moins d'effet que de financer une entreprise. Bon, acheter une action en bourse, on ne finance pas forcément, mais le système est quand même mieux, plus fluide quand on dit aux gens, là c'est le moment d'aller vers les actifs risqués. Indéniablement, on ne peut pas dire aux personnes de tout lâcher sur la technologie, les États-Unis, parce que c'est le marché maître et qu'il y a eu des points plus intéressants, mais pareil sur la Chine. Quelqu'un qui aurait raté, il peut se dire, voilà, c'est une petite occasion, j'en mets maintenant. En revanche, je pense que là, l'Europe a quelque chose à jouer. On a vu sur les secteurs bancaires, celui qui avait Total et BNP, il fait une super perf. Qui l'eût cru l'année dernière? Donc je pense qu'on a des valeurs qui sont pas trop chères, on a cette thématique de la réouverture, et puis on a une forme de rotation ponctuelle avec cette histoire de taux. Donc repondérer un peu, alors d'abord les actions, parce que sur le reste, moi j'attrape pas un couteau qui tombe, donc les taux c'est compliqué là, parce que on sait voir où ça se stabilise. On ne fait pas trop de paris sur les taux de change. Finalement, le dollar, il tourne autour d'un 18, un 22. Enfin, il n'est pas non plus dans des écarts extrêmes, même si 2-3%, c'est beaucoup pour une monnaie, mais globalement, ça devrait s'équilibrer. Je veux dire, on ne devrait pas avoir... moi, je pars avec cette idée que c'est plutôt neutre. Voilà, on est dans un monde où il y a plus de croissance là, mais plus de soutien, peut-être moins de flux qui se sont déversés sur l'Europe, et ça va arriver. Voilà, donc c'est quand même des zones. La zone européenne est une grosse zone d'épargne. Il y a vraiment beaucoup d'argent, et donc plutôt des actions qui n'ont pas bien fait depuis des années. Parce toujours que cette idée du rattrapage. Et finalement, le reopening, c'est aussi le reopening des dividendes. Oui, donc, c'est vrai que maintenant, on va de nouveau pouvoir verser des dividendes, et c'est toujours un peu le dividende, pas une alternative, parce que c'est pas aussi sûr qu'un coupon obligataire, mais ça fait une rémunération. Il y a des belles rémunérations. On parle de Total, mais c'est pas la seule. Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour ce soir. Igor Demac qui est avec nous, Vital Épargne, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Jeanne Asraf-Biton, Lixor Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est le grand thème de la transition énergétique. On en parle avec Pierre Abadie, co-directeur de la transition énergétique chez Tikehau Capital. Bonsoir Pierre, bienvenue. L'actualité pour vous et vos équipes dédiées à la transition énergétique chez Tikehau Capital, c'est la fin de la commercialisation donc, de ce fonds de capital investissement dédié à la transition énergétique. On avait parlé du lancement qui remonte à 2017, j'allais dire coproduit ou co-sponsorisé par Tikehau, bien sûr, toujours investi dans ses propres véhicules d'investissement, et Total, qui était le premier sponsor de ce fonds d'investissement. Vous avez bouclé la commercialisation et vous avez atteint 1 milliard d'euros de fonds collectés. Déjà, un mot sur l'ampleur effectivement de cette collecte et comment est-ce que le capital de ce fonds est structuré. Qui est venu investir aujourd'hui dans ce fonds dédié à la transition énergétique, Pierre? Bonsoir Grégoire, merci de m'accueillir ce soir. Oui, effectivement, donc on a terminé la collecte juste au début de l'année. L'idée, en fait, est de 2017, mais le premier closing du fonds était en décembre 2018 avec notre premier investissement dans GreenYellow. Donc en fait, je le rappelle, on lève des fonds et en parallèle, finalement, on a l'équipe et on commence à investir dans des sociétés. Tout se fait un petit peu en parallèle. Et à un moment donné, en fait, on arrête la collecte et ensuite on continue à déployer tous les fonds dans l'économie réelle. Donc en fait, le concept, il est assez simple. En fait, on a entre guillemets un gros court-circuit du système financier parce qu'on va directement collecter l'épargne mondiale et on va directement l'injecter, parce que c'est un fonds de capital croissance, dans les fonds propres des entreprises. Et là, on a une thématique un peu particulière parce qu'en fait, on investit dans la transition énergétique.
on investit dans la décarbonisation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va renforcer le fonds propre des entreprises qui sont en train de fournir un produit ou un service qui réduisent l'empreinte carbone de quelqu'un. Donc ça peut être vous et moi, ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité. Alors quand on regarde un petit peu le pool d'investisseurs, alors 1 milliard, c'est effectivement un gros succès. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, capital croissance, c'est effectivement le plus gros fonds du monde. Ça passe par plusieurs choses. La première, c'est l'alignement d'intérêts. Effectivement, Tikehau a investi 100 millions au démarrage. Et ça rassure quand même les institutionnels lorsqu'on leur parle. Après, on a eu des gens qui nous ont accompagnés dès la première heure. C'est BPI France, c'est Groupama. Et ça, dès le premier closing, ils étaient là. Et en fait, ça, encore une fois, ça rassure. Ensuite, on a eu des grands investisseurs de renom. On a eu la CNP, on a eu le fonds d'investissement européen qui est rentré aussi. Et on a eu des fonds de pension américains, notamment celui des Teachers de New York City, qui sont aussi rentrés dans le fonds. Donc on finit finalement avec une base, on va dire, d'institutionnels de renom. On finit avec 45% d'investisseurs internationaux. Donc ça aussi, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on a un fonds en fait, qui va investir en Europe, qui va investir en France. On collecte l'épargne mondiale et on investit dans les PME françaises et européennes. Donc ça, c'est assez intéressant. Bien sûr. Et ça donne de la confiance. Et après, il y a un troisième pôle, et c'est finalement les individuels, c'est les family office, c'est les fondations. Et une fois que tous ces gens sont rentrés, en fait, on arrive à collecter environ 300 millions de toutes ces personnes-là. Donc individuellement, c'est pas forcément beaucoup. Il a fallu créer des véhicules un peu spécifiques pour le faire, mais on a réussi. Et finalement, on arrive à 1 milliard. Et vous êtes convaincu, vous le disiez effectivement, quand on conjugue capital croissance et transition énergétique, vous êtes le plus gros véhicule au monde aujourd'hui. Vous êtes convaincu que ce fonds que vous avez mené jusqu'à 1 milliard d'euros de capital levé, c'est un signal fort pour l'ensemble de l'industrie, de la gestion d'actifs, du private equity, même peut-être plus spécifiquement au niveau mondial, Pierre? Oui, alors en fait, on est vraiment sur une méga tendance. Je rappelle les chiffres. La transition énergétique, c'est ce qui nous permet de passer à une économie carbonée, une économie qui est décarbonée. L'objectif, c'est de réduire par 2 nos émissions de CO2 à 2030 si on veut être en ligne avec le traité de Paris. L'Agence internationale de l'énergie, finalement, elle l'a évalué. Par rapport au rythme, on va dire, d'investissement dans le secteur énergétique en 2018, il va falloir sensiblement accroître de 750 milliards par an les investissements dans le secteur de l'énergie. Donc sur les 10 prochaines années qui sont critiques, c'est 7500 milliards. Donc en fait, oui, 1 milliard c'est gros, mais en fait 1 milliard c'est petit. D'accord, il en faut encore 7500 comme ça. La chose qu'on a faite ici, je pense, c'est que pour la première fois, on a réussi à institutionnaliser l'impact. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'impact, c'était un truc un peu qu'on mettait sur le côté. Il y avait des philanthropes, il y avait des gens qui étaient alignés, il y avait des gens en fait qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, mais en fait, on n'a pas réussi à le massifier. C'était une niche. C'était une niche, voilà. Et en fait, pour la première fois, et en fait, je pense que le Covid aide aussi. C'est-à-dire que le Covid, ça a été pour beaucoup un petit peu la réalisation que le monde, il était fini, que notre système, il était un petit peu fragile, qu'il fallait accélérer sur la transition énergétique. Cette année, en fait, de lockdown, on lève plus de 500 millions. Donc, en fait, ça montre bien qu'en fait, tous les flux s'engagent. Et c'est des flux institutionnels. Donc, pour la première fois, on a des institutionnels qui investissent dans un fonds qui, finalement, a un objectif d'impact qui est de réduire l'empreinte carbone du système économique. Et ils le font avec des tickets d'institutionnels. Et on arrive effectivement à un méga fonds. Donc c'est peut-être le premier, et en fait, il va être suivi par plein d'autres. Et vous dites, là, sur ces 7500 milliards, j'arrondis à 8000 parce que je regarde les grandes masses, et c'est vous qui m'aviez donné ce chiffre, Pierre. Il y a 80 000 milliards de dollars d'épargne au niveau mondial. Voilà, 8 000 milliards, c'est 10% de l'épargne mondiale. Voilà. On a 10 ans pour mobiliser 10% de l'épargne mondiale dans des investissements dédiés à la transition énergétique. Exactement. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'au final, 10% de l'épargne mondiale, c'est pas tant que ça. Parce que là, je suis même pas en train de parler de taxes, je suis pas en train de parler d'une subvention. Je suis en train de dire, en fait, mobilisons l'épargne des gens pour l'investir dans la transition énergétique. Et là, je reviens sur ce qu'on est en train de réaliser avec une compagnie d'assurance. Pour la première fois, en fait, vous savez, avec le Covid, les gens, ils sont restés chez eux, ils ont moins consommé, donc il y a eu, j'ai compris, 130 milliards d'épargne supplémentaire en France. En fait, on a structuré un produit qui va être accessible au travers de l'assurance vie en France, directement dans les unités de compte, et qui va finalement investir dans le fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette épargne qui a été finalement mise de côté pendant le Covid,
en fait, on va la mettre au travail directement dans des PME et des ETI françaises et européennes de la transition énergétique. Et les gens, en fait, ils vont pouvoir voir dans quoi ils investissent, combien d'emplois ils ont créés et combien, finalement, de CO2 ils ont permis d'éviter. Oui, c'est ça. Il y a l'idée de la démocratisation du private equity, du gross investment, gross capital, comme vous dites, Pierre, avec en plus ce prisme de la transition énergétique. Tout le monde a envie d'adhérer aujourd'hui, évidemment, à l'impact et à l'investissement dédié dans la transition énergétique. Il y a une question quand même, c'est est-ce qu'on peut encore imaginer des TRI, des taux de rendement interne, comme on dit dans vos métiers, qui soient ceux d'hier, pour des fonds à impact comme le vôtre, dédiés justement à la transition énergétique? Parce que je crois que c'est ce que vous promettez d'une certaine manière aux investisseurs. TRI net de 15%, peut-être 25% brut, c'est ce que vous dites, Pierre. On est sur les niveaux de rentabilité qu'on attendait dans le monde d'avant. Est-ce que les deux sont compatibles ? Alors, les niveaux de rentabilité qu'on attend sont effectivement ceux du monde d'avant. Mais c'est parce qu'en fait, on investit dans le monde d'après. Nous, on investit dans le progrès. Donc, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on a un fonds classique de private equity. On injecte des capitaux et des fonds propres dans des entreprises pour, finalement, accroître très fortement leur croissance. Leur croissance, c'est quoi? C'est donner plus de services d'efficacité énergétique, c'est donner plus de renouvelables, c'est donner plus de mobilité propre, c'est donner plus de choses que les gens veulent. Donc, en pratique, on ne s'attend pas à avoir une baisse des rendements, mais plutôt un accroissement des multiples. En fait, on le voit déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde de l'énergie, on s'aperçoit que le charbon, c'est un petit peu ce qu'on appelle un stranded asset. Aujourd'hui, personne ne peut le financer. Les oil and gas, elles ont souffert et d'ailleurs, en fait, elles ont commencé à se repositionner. Tout le monde aujourd'hui n'est plus une oil and gas, mais est devenu une des compagnies énergétiques globales qui se repositionnent sur le renouvelable. Et on voit finalement les multiples des anciens pétroliers qui ne sont pas si bons que ça, les multiples des renouvelables qui sont très élevés. Donc en pratique, la question c'est où est-ce que je me situe dans la chaîne de valeur, dans quoi j'investis pour finalement maximiser la valeur et faire finalement la transformation des entreprises dont elles ont besoin pour en tirer un maximum de valeur. Donc plus je suis positionné en amont dans la chaîne de valeur, plus effectivement ce type de rendement, ce type de retour est cohérent avec l'investissement que je réalise. Alors nous, ce qu'on aime beaucoup en fait, c'est investir dans des gens qui savent faire. C'est-à-dire qu'on a une équipe en fait qui est dédiée. C'est une équipe un petit peu spéciale parce qu'en fait, elle n'est pas faite que de financiers. Moi-même, j'ai passé ma carrière entière dans le monde de l'énergie. Et en fait, il y a plusieurs personnes dans l'équipe où c'est le cas aussi. Et donc, on a un mix entre financiers et personnes thématiques qui est important. Donc en fait, on peut identifier en fait les endroits où on a envie d'être et on peut avoir un avis dessus. Alors on peut se tromper comme tout le monde, mais en fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est investir dans les entreprises qui savent faire, en fait, qui savent faire pour les autres. Donc typiquement, les gens qui construisent habituellement. On va dire les constructeurs, pas forcément que les projets, les gens qui détiennent les projets, les gens qui détiennent en fait le know-how, comment en fait on travaille. Exactement. Et on investit dans ces gens-là et en fait, on leur amène des fonds propres pour faire quoi? Plutôt que de vendre les assets qu'ils développent, les conserver. Et en fait, tout d'un coup, leur revenu, qui était finalement un revenu variable commercial, et si jamais, par exemple, je travaille dans des usines et que je fournis ces services-là et qu'il y a le Covid et que tout s'arrête, j'ai plus de revenus, en fait, quand moi j'ai mis des panneaux solaires et que je vends de l'électricité, c'est pas parce qu'il y a le Covid que ça s'arrête. Et là, tout d'un coup, en fait, on transforme finalement une société avec des niveaux de multiples plutôt bas, on va dire que on rentre entre 6 fois et 10 fois les EBITDA dans des niveaux de multiples qui peuvent être beaucoup plus élevés quand on a fait notre modification à 15 fois, voire 20 fois. Merci beaucoup Pierre, merci d'être venu nous parler de ce fonds, de la stratégie, la philosophie d'investissement qu'il y a derrière ce fonds et cette collecte de 1 milliard d'euros qui marque les esprits, évidemment c'est un chiffre qui marque. Pierre Abadi, qui était à mes côtés en plateau, le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.